On enchaîne avec le Congo, donc qui est bien là. La République démocratique du Congo s'est qualifiée ce matin pour les 16e. On vous montrera encore une fois les images tout à l'heure. Mais hier, avant leur match, il y a le sélectionneur Sébastien Desabre qui a fait le point sur le foot africain et c'était un sacré point. Écoutez. Ouais, je pense que de toute manière, comme je l'ai dit depuis de nombreuses années, ça fait maintenant plus de 15 ans que je travaille sur le continent africain. Je vois toutes les fédérations, tous les pays se structurer, tous les coachs s'améliorer, tous les joueurs s'améliorer. Et donc, voilà, l'Afrique ne cesse de progresser. Et pour moi, ça ne va pas s'arrêter parce qu'il y a encore une grosse marge de progression. Et je pense que, j'espère cette année ou dans les années qui arrivent, une équipe africaine remporte la Coupe du Monde. Mais pour moi, c'est une question de temps. Il y a 9 pays sur 10 de la zone Afrique qui se sont qualifiés pour les 16e. C'est presque un perfect. Est-ce que toi, Héloïse, tu les vois monter en puissance pour les mondiaux à venir, voire ce mondial-là ? Je vais être assez dur là-dessus, mais je trouve qu'il y a un espèce de débat stérile autour du foot africain depuis quelques années en disant c'est quand même dingue, le foot africain progresse, ça fait 7 ans qu'on le dit. Donc à un moment donné, c'est aussi normal qu'il soit là. Il y a une espèce de regard, nous, d'occidentaux, un peu à chaque fois étonnés, surpris, heureux, même pour eux, qu'ils arrivent enfin à faire du foot, alors que ça fait plusieurs éditions. Je ne suis pas d'accord avec toi, Héloïse, parce que ce n'est pas forcément le cas. Regarde le fiasco de la CAN. En fait, dans le fiasco de la Tunisie, là, en termes de fédération, oui. C'est surtout dans le travail et dans l'approche. Le Maroc travaille super bien. Mais tu vois qu'il y a une évolution quand même dans les structures. Enfin, oui, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est en train de j'ai l'impression quand même que l'Afrique le prouve depuis plusieurs années maintenant. L'Afrique a des joueurs incroyables. Et j'ai aussi l'impression que c'est pour ça que je te dis, on a toujours ce regard, nous, Européens, nous, Français, en disant, voilà, c'est vrai, l'Afrique réussit à se structurer, etc., etc. Le Maroc était en demi-finale il y a 4 ans. Oui, c'était quelque chose d'exceptionnel, mais ça date pas d'hier. Donc oui, ce que j'aime aussi, c'est que le Congo, à travers ce parcours, est en train de donner aussi une image sérieuse au football, quelque chose de structurant. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on évoque le football africain, on reste dans ce secteur-là, de structure. On parle rarement de vrai foot. En fait, on n'avance pas, quoi. On progresse pas. Le vrai foot, on le reconnaît. Ouais, il y a des joueurs africains sur la planète entière qui sont incroyables. Pourquoi, quand tu parles du Portugal ou quand on parle de l'Angleterre, on va parler des joueurs, on va parler de la tactique, on va parler de tout ça. Et dès qu'on arrive sur le football africain, ah oui, c'est bien, il se structure, je trouve que c'est pas mal, c'est valeureux. Elle n'a pas complètement tort. Il y a ce truc, moi, qui commence un peu à m'agacer. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est peut-être à côté de la plaque, hein, mais en tout cas, c'est mon opinion. J'ai l'impression, on est arrivé avec RDC, on disait, est-ce qu'ils vont marquer ? Franchement, c'est vraiment une équipe qui ne marque pas. Et depuis le début, quand on parle de RDC, c'est bien, se structure. En vrai, mais c'est factuel aussi avec ce qui s'est passé avec le Maroc à la dernière Coupe du Monde, qui arrive en demi-finale, dans le dernier carré. Oui, et c'est pour ça et je suis complètement d'accord avec toi, et c'est pour ça que ça m'a énormément énervé cette édition, parce que j'ai l'impression que, encore une fois, l'Afrique se ridiculise en ayant le fait que le Maroc gagne finalement, pas le Sénégal. Ça décrédibilise l'organisation, ça décrédibilise tout ça, donc je suis complètement d'accord avec toi. On a fait un pas en arrière, mais j'ai l'impression qu'on est constamment, nous Français, en train d'orienter le débat vers cette discussion, alors que je pense moi j'aimerais bien qu'on parle de Wissa, qui mérite une statue parce qu'il marque tous les buts de son équipe, de la structure de l'équipe. Enfin, ça m'intéresse plus de parler de ça que de parler de l'Afrique qui est en train de devenir sérieuse. Non, très court, hein, Pierre. Hein, vraiment, moi, je pense qu'il faut juste séparer la CAN de la Coupe du Monde. Complètement d'accord avec toi. J'ai eu le temps pendant la pub. Il faut séparer les deux. Oui. Et c'est vrai qu'en Coupe du Monde, là, Héloïse, ce qui te donne, selon moi, raison, c'est de voir le nombre de pays qualifiés, tout simplement. Voilà. Ça prouve qu'en vérité, on ne doit plus être dans ce débat-là. On doit maintenant, même limite, être beaucoup plus exigeant avec les équipes africaines. Voilà, c'est tout ce que je veux. Merci Braque pour cette intervention. Merci Coco pour ce Planète. Tout de suite, vous êtes au courant du drame qui a touché justement Didier Deschamps et on a évidemment une pensée pour lui et sa famille. Coco, comment l'EDF, l'équipe de France, a géré cette situation à l'intérieur ? Quand ils ont appris le décès de la maman de Didier Deschamps a dû rentrer... de la maman de Didier Deschamps. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ah, pardon. Non, Didier Deschamps est encore là, je l'espère en tout cas pour la suite de la compétition. Donc Didier Deschamps a dû rentrer en France pour les obsèques de sa maman. Il a donc loupé le match 3 face à la Norvège. Donc c'est Guy Stéphane, son adjoint, qui a pris le relais. Toute l'équipe a été soudée. Kylian Mbappé lui a notamment mis un message sur les réseaux sociaux. Et donc les joueurs se sont mobilisés. Ils ont joué en véritable soldat vendredi. Ils l'ont emporté 4-1 face à la Norvège. Il faut dire qu'ils étaient en mission. Et c'est d'ailleurs ce qu'avait déclaré Aurélien Tchouaméni avant le match. Écoutez.
c'est un moment compliqué pour tout le monde, que ce soit le coach, mais aussi pour nous. Après, on a essayé de rendre les choses le plus normal possible, mais on sait que la situation n'est pas normale. Mais voilà, il nous a donné une mission et notre objectif principal va être de le rendre le plus fier possible. Didier Deschamps est revenu aux États-Unis hier, on le voit sur les images, il est revenu à l'entraînement. Espérons que les joueurs restent en mission et toujours motivés pour leur coach. Bon, avec toutes ces informations, merci Coco, on s'est posé la question en rédac ce matin, comment est-ce qu'on peut tirer du positif d'un événement aussi dramatique et négatif ? Moi, je pense déjà que pour tirer du positif d'un événement comme ça, il faut être extrêmement soudé. Et j'ai l'impression que depuis le début de cette Coupe du Monde, l'équipe de France, elle est derrière son coach, Didier Deschamps. J'ai la sensation que les joueurs l'ont jamais autant adulé, jamais autant plébiscité. Et on l'a senti sur les images, on le sent dans l'attitude même du capitaine, des joueurs, dans la prise de parole d'Aurélien Tchouaméni. On sent que les joueurs sont vraiment derrière lui et sont à fond. Même Guy Stéphane, qui à chaque prise de parole avait une pensée pour Didier Deschamps, justement. Tu sens qu'en fait, aujourd'hui, ce coach est extrêmement respecté. Et je pense que c'est comme ça que tu tires du positif d'un événement aussi dur. C'est que tu as une empathie qui est tellement forte que finalement, tu as envie d'aller déplacer des montagnes et tu as envie de te battre pour lui. Donc malheureusement, c'est un événement vraiment tragique, c'est terrible, mais ça s'est fait très naturellement. On a vraiment senti une force se dégager de tout ça. Si jamais... le contexte était un petit peu plus tendu. Si jamais cette équipe de France, par exemple, avait perdu des matchs dans cette phase de poule, peut-être qu'on aurait vu des choses différentes, tu vois. Mais moi, j'ai la sensation que ce groupe, finalement, vit bien. Et c'est ça, moi, que je retiens de tout ça. C'est qu'on a vraiment une équipe de France qui est parfaitement soudée. Par rapport à ce que dit Braque, quand tu vois que Didier Deschamps fait sa sélection, justement, beaucoup basée sur l'humain et la gestion à l'intérieur d'un groupe, dans ces moments-là, en fait, Mathieu, tu as été à l'intérieur de groupe, c'est impossible d'avoir un état d'âme par rapport au fait que tu joues pas, que les choix, tu n'es pas d'accord ou quoi. Tu es obligé de te dire, on accepte, je suis là pour le coach et pour le groupe. Non, je suis pas d'accord avec toi, en fait. T'as le droit, hein. C'est, en fait, pour avoir de l'empathie, c'est tout ce que va avoir construit Didier Deschamps ou un coach, de façon générale, avec son groupe. Là, on parle pas... si, il y a un peu de foot, mais tous les liens humains que tu auras fait avant, en amont, c'est ça qui va faire que tes joueurs vont avoir de l'empathie pour toi, vont avoir un côté émotionnel pour toi. Si tu as fait des coups de Trafalgar à des joueurs, si tu n'as pas été sincère avec certains joueurs avant, si tu n'as pas eu une vraie connexion avec ton groupe avant, c'est à ce moment-là que tu vas voir que ton groupe va pas te suivre. Et là, on peut dire plein de choses sur Didier Deschamps, sur sa tactique, etc. Mais sa vraie force à travers toutes ces années, ça a vraiment été son côté très paternaliste avec ses joueurs. Il a toujours mis, comme tu l'as dit, l'humain avant tout le reste. Et ça se ressent à ce moment-là. Là, tout le fruit, alors je ne vais même pas dire son travail parce qu'il le fait naturellement, mais tout le fruit de sa personnalité, c'est à ce moment-là qu'il va le recueillir parce que tu vas avoir une vraie empathie de son groupe pour lui. Parce que, en contrepartie, comme j'ai dit, s'il y a des entraîneurs qui ne sont pas sincères avec certains joueurs et qui ont quelques différends, je peux te garantir que le joueur, il va même dans un truc aussi grave, il va rien avoir à carrer, il va juste pas le montrer, etc. Mais sur le terrain, il va pas se. Non, mais c'est pour ça, justement, là, c'est vraiment sa vraie force à lui. Il y a ce genre de cas avec des sélectionneurs qui manquent d'honnêteté avec leurs joueurs aussi et qui font des petits trucs comme ça. Il y a pas c'est pas la même force au combat, quoi. Il va pas te le rendre. Mais Héloïse, je voudrais t'entendre parce que le fait, est-ce que tu penses que dans ce fait-là peut t'amener un supplément d'âme justement dans des moments compliqués de ta compétition? Oui, bien sûr. Moi, j'en suis certaine. Je pense que c'est galvanisant quand on a une responsabilité collective de devoir être fort pour son coach, pour son sélectionneur. Et en plus, là, comme tout le monde l'a évoqué, on ne parle pas d'un sélectionneur qui est là depuis 6 mois. On parle de quelqu'un qui est en poste depuis 2012, qui est extrêmement respecté. Et je suis assez d'accord avec Braque quand il dit que c'est vraiment un coach actuellement qui est... tout le monde il fait l'unanimité auprès de tout le monde. Ça n'a pas été le cas lors de derniers Euro, lors des dernières Coupes du Monde. Il y avait toujours des petits commentaires. Là, cette fois-ci, j'ai l'impression tout le monde est assez homogène sur le fait de dire que Deschamps est le gros leader de cette équipe. Et donc, oui, évidemment, c'est galvanisant. Mais c'est galvanisant à condition qu'il y ait une base solide, à condition qu'il y ait une base humaine très, très forte. Et c'est ce qu'il a réussi à créer. Attention aussi à ne pas utiliser ce piège de drame
comme carburant sportif quand on est face à une équipe qui est pas solide. Mais il est malin, mentalement. Didier Deschamps. Il est malin. Je pense pas que justement il ira là-dessus. En tout cas, lui. Non, je pense bien sûr que non. Non, moi je parle plutôt des médias. Ah tu oui, vois. oui, oui, je parle évidemment. je parle plutôt de nous, médias, qui veulent en faire potentiellement un storytelling, là où pour le coup, c'est pas le cas d'une équipe et ils doivent pas se concentrer. Mais ça fera partie de l'aventure de 2026. Le vrai levier à l'intérieur, quand des drames comme ça, c'est le seul contre tous. C'est nous, à l'intérieur, on ressent quelque chose que personne d'autre peut ressentir. Et donc, on va, à travers ça, se souder, avoir une vraie solidarité qui va être décuplée par rapport à ce qui aurait été normalement, en fait. Ouais. Merci beaucoup. Bon, c'était pas facile de débattre là-dessus, mais c'est vrai que c'est intéressant et on va voir un petit peu comment l'équipe de France va répondre. Il est 11h50. On va se projeter, restez avec nous. Juste après la pause, on va se projeter sur les 16e de finale et on a demandé à nos copains qui sont autour de la table de faire les avocats de chaque match. C'est-à-dire qu'ils ont choisi un match des 16e pour le défendre en disant qu'il faut absolument le regarder. Ça va être intéressant. Restez avec nous, il y a les avocats qui arrivent.